Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Yahya Habib qui vous parle. Donc, bienvenue dans la deuxième partie du système musculaire. Et dans cette séance d'apprentissage à distance, programmée pour les élèves de la troisième année internationale, groupe scolaire Bouchra Nakhil, Qla'at Srerna. Très bien, donc dans la première partie, on a parlé du muscle squelettique. Qu'est-ce que ça veut dire un muscle squelettique? Et c'est quoi ses propriétés? Donc aujourd'hui, on va continuer notre cours. On va aborder dans cette partie-là les constituants ou bien la structure qui comporte ou bien qui compose le muscle squelettique. Et aussi, on va voir euh, l'énergie ou bien les besoins du muscle squelettique. Et puis, on va voir finalement comment préserver et comment protéger notre système musculaire. Très bien, donc commençons. Premièrement, on a cette image qui représente une coupe transversale au niveau d'une cuisse d'un mouton. Donc, observez bien. Vous pouvez remarquer qu'il y a, ici on a l'os. D'accord? Juste une minute. Vous pouvez bien remarquer l'os. Il est en blanc, d'accord? Et on a ici le muscle, d'accord? Vous pouvez voir ici qu'il y a une sorte de regroupement, bien rassemblement de tissus, d'accord? Très bien. Donc, c'est la structure du muscle squelettique dont on va parler euh, tout de suite. Très bien. Donc, un muscle squelettique se compose de quoi? Très bien. Donc, un muscle squelettique, il est composé, comme vous pouvez le voir ici clairement, de plusieurs faisceaux de fibres musculaires. Ce sont des faisceaux de fibres musculaires, d'accord, qui comportent ce qu'on appelle des fibres musculaires. Donc ici on a le muscle, ça c'est l'os, là c'est le tendon qui fixe le muscle sur l'os qu'on on a déjà vu la séance précédente. Vous pouvez voir ici qu'il y a des vaisseaux, donc il faut distinguer le vaisseau du faisceau. Le vaisseau, c'est le canal qui transporte le, le sang. Ça peut être un artère ou bien une veine, etc. Donc on a vu ça dans le cours de la circulation sanguine. Très bien. On peut trouver aussi des nerfs et on va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font ici, les vaisseaux sanguins et les nerfs. Donc je disais que il faut distinguer entre les vaisseaux et les faisceaux. Donc les faisceaux, c'est un ensemble de fibres musculaires, d'accord? En arabe, on dit huzma ou rozma. Quant aux vaisseaux, ce sont des canaux qui transportent du sang. Très bien. Bien, ici on a un autre schéma qui représente la structure du muscle. Vous pouvez voir ici clairement les faisceaux qui comportent des fibres musculaires. Ici on a l'os et ici le tendon. Donc on a pris un faisceau de fibres. Voilà ici une fibre pardon, musculaire. D'accord? On va agrandir un peu cette partie-là pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc on a cette structure-là. Donc ça, c'est des fibres. Une, deux, etc. D'accord? Vous pouvez voir ici des grains. Un, deux, trois, des grains en noir, des grains sombres. Ce sont bien sûr des noyaux. D'accord? Et les petits fibres qui apparaissent ici, ce sont des
fibrilles musculaires. D'accord? Donc, ce sont des petites fibres musculaires. D'accord? Donc, ça, c'est une fibre musculaire ou bien c'est une cellule musculaire. D'accord? C'est la plus petite structure constituant le muscle, c'est la cellule musculaire ou bien la fibre musculaire qui est constituée de noyaux et de fibrilles musculaires qui, en fait, qui représentent ou bien, voilà, qui représentent le cytoplasme de cette cellule-là. Comme vous le savez bien, et comme on a déjà vu dans les séances précédentes et dans la première année, collège, on a vu que la cellule est composée de noyaux, de cytoplasme et de la membrane cytoplasmique. Très bien, donc on a un schéma ici qui explique mieux les choses. Le voilà. Donc, ça, c'est un schéma d'une fibre musculaire en coupe longitudinale. Vous pouvez voir ici, il y a les noyaux, les grains sombres qu'on a vus tout à l'heure. Les voilà, ce sont des noyaux. Ici, c'est les fibrilles, les petites fibres, d'accord? Et ça, c'est la membrane cytoplasmique, d'accord? Donc les fibrilles, c'est, ou bien tout cet espace-là, à l'intérieur de la membrane cytoplasmique, là, c'est le cytoplasme, d'accord? Donc ça, c'est la cellule musculaire ou bien la fibre musculaire. C'est la plus petite structure au niveau d'un muscle, d'accord? Très bien. Donc, pour récapituler, on va dire que le muscle squelettique est composé d'un ensemble de fibres musculaires regroupées en faisceaux. D'accord? Ces derniers, c'est-à-dire les faisceaux, ils sont séparés les uns des autres par des tissus pardon, qu'on appelle cloisons conjonctifs. D'accord? C'est un tissu qui rassemble les faisceaux, on l'appelle cloison conjonctif. Très bien. Le muscle est aussi parcouru par de nombreux vaisseaux sanguins et fibres nerveuses. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils font les fibres, les vaisseaux sanguins et les fibres nerveuses au sein du muscle? Très bien. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite, Inch'Allah, dans ce qui arrive. D'accord? Donc, notons bien que la fibre musculaire est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle squelettique. Comme j'ai dit déjà, car la fibre musculaire, c'est la cellule musculaire et c'est la plus petite unité, ou bien c'est la plus petite structure qui forme le muscle. D'accord? Très bien. La fibre musculaire est une cellule formée, comme toutes les cellules, par une membrane cytoplasmique, plusieurs noyaux, donc c'est une cellule plurinucléée, et un cytoplasme, ou bien on appelle aussi sarcoplasme, contenant des fibrilles. D'accord? Donc la cellule musculaire, c'est comme toutes les sortes de cellules, sauf que celle-là, elle a plusieurs noyaux, donc il est polynucléaire, et il est une cellule gigantesque. Ça veut dire que la cellule musculaire, c'est une cellule qui est énorme. Très bien. Donc, réponse à la première question qu'on a posée au début. Donc, que fait, ou bien que font les vaisseaux sanguins au sein d'un muscle? D'accord? Très bien. Donc, ici, on a une petite expérience qui montre des quantités de substances au niveau du sang entrant au muscle et le sang sortant du muscle. Donc, ces substances sont le glucose, O2 et CO2. D'accord? Donc, ce schéma-là, c'est pas la vérité. On ne trouve pas ça en réalité. D'accord? C'est juste une modélisation pour mieux comprendre le phénomène qui se passe au niveau du muscle. Très bien.
et qui est lié à l'énergie euh, que le muscle a besoin. Bon, le sang entrant pour 100 millilitres, on a le glucose, 90 milligrammes, le dioxygène, 20 milligrammes, et le dioxyde de carbone, 49 milligrammes. Ça, c'est ce qui entre avec le sang en muscle. Lorsque ce sang sort, donc il reste seulement 70 milligrammes du glucose. Donc on remarque qu'il y a une diminution de la quantité de glucose. Le dioxygène, la même chose, donc il reste seulement 15 millilitres. Donc il y a 5 millilitres qui manquent, qui sont perdus. Et le dioxyde de carbone, on a une augmentation, car au début, il était juste 49 millilitres. Mais à la fin, on a 54 millilitres. Donc il y a une augmentation par 5 millilitres. Donc qu'est-ce qu'on va conclure? Tout simplement, on a diminution des substances comme le glucose et le dioxygène. C'est à cause de la consommation du muscle. Donc le muscle consomme ces matières-là, le glucose et le dioxygène. D'accord? Et par conséquence, qu'est-ce qu'il fait? Il dégage le dioxyde de carbone. Très bien. Même si le muscle, il est en repos. D'accord? Donc ici, on a le muscle, il est en repos. Très bien. Regardons maintenant le muscle, mais cette fois-ci, il est en activité. Très bien. Donc on a la même chose. Le sang rentrant au muscle, ou bien pénétrant au muscle, il possède 90 mg de glucose, 20 ml de dioxygène et 49 millilitres de dioxyde de carbone. À la fin, au niveau du sang sortant, on trouve juste 50 mg de glucose, 11 mg de dioxygène et 58 mg de CO2. Donc la même chose, on remarque qu'il y a diminution de glucose, de dioxygène et augmentation de dioxyde de carbone. Sauf que cette fois-ci, on peut remarquer que la consommation de glucose et de dioxygène est plus importante en la comparant avec le muscle en repos. D'accord? Ça veut dire que le muscle en activité consomme plus de glucose et de dioxygène que le muscle en repos. Le muscle en activité consomme plus que le muscle en repos. Et pour le dioxyde de carbone, il y a rejet pour le muscle en activité plus que le muscle en repos. D'accord? Donc pour récapituler, on va dire que le muscle en activité consomme plus de glucose et de dioxygène et rejette plus de dioxyde de carbone que le muscle en activité. OK? Je répète encore une fois, le muscle en activité consomme plus de dioxyde de carbone, pardon, consomme plus de glucose et de dioxygène et rejette plus de dioxyde de carbone que le muscle en activité. D'accord? Très bien. Bien. Très bien. Voilà. Donc, comme on vient de récapituler, donc le muscle ici, il a besoin de glucose, d'O2, et il rejette le CO2. Très bien. La question maintenant qui se pose, c'est que le muscle, qu'est-ce qu'il fait ou bien qu'est-ce qu'il fait avec le glucose et O2? Donc la réponse, je pense que vous la connaissez tous, car on a déjà vu euh, cela dans le cours de la respiration. Vous savez que la cellule a besoin des nutriments, par exemple le glucose, qui est exposé à l'oxydation à travers O2 pour
donner de l'énergie, d'accord? Ce qui génère le rejet de CO2, de l'eau et d'autres déchets, d'accord? C'est pour cela que le muscle a besoin de glucose et de oxygène. Très bien. Comme conclusion, on va dire que la contraction musculaire nécessite de l'énergie, d'accord? La contraction, le mouvement musculaire nécessite de l'énergie. Et les muscles en activité consomment plus d'énergie et rejettent plus de CO2 que le muscle en repos. Très bien. L'énergie provient de l'oxydation des nutriments, par exemple le glucose, et le dioxygène, suivant l'équation suivante. Donc on a, euh, comment dire, donc la formule du glucose, on a le glucose, plus l'oxygène, ça donne de l'énergie bien sûr, et génère le CO2 et l'eau. Très bien, la contraction musculaire est assurée par la combinaison des fonctions de nutrition et les fonctions de relation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement les fonctions de nutrition, par exemple, la respiration, c'est une fonction de nutrition. Et ça donnait, c'est ce que nous a donné l'oxygène. D'accord? Et il ne libère de CO2. La fonction de nutrition, la deuxième fonction de nutrition, c'est la digestion, qui nous donne des nutriments comme le glucose. D'accord? Les fonctions de relation, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est en relation avec le système nerveux. Très bien, on passe. La deuxième question qu'on a posée au début, c'est quelle est la relation entre la neurone et la fibre musculaire? Ça veut dire en d'autres mots, quelle est la relation entre le système nerveux et le système musculaire? À votre avis, est-ce qu'il y a une relation? Bien sûr, il y a une relation. Donc, pour répondre à cette question, on doit revenir à la leçon du système nerveux. Précisément, la partie de la motricité volontaire et la motricité involontaire, c'est-à-dire la motricité en général. D'accord? Très bien. Donc, on passe à... Ici, on a une photo réelle au niveau d'un muscle. Donc, vous pouvez voir clairement vous pouvez distinguer en rose, ce sont des fibres musculaires et en noir, ce sont des fibres nerveuses. Ça, c'est une arborisation terminale ou bien des ramifications nerveuses. D'accord? Très bien. Donc, je vous laisse observer cette image. Donc, vous pouvez clairement voir qu'il y a une sorte de soudure ou bien une liaison entre les fibres musculaires en rose et les fibres ou bien les ramifications terminales nerveuses en noir. Donc cette conjoncture-là ou bien cette soudure-là, on l'appelle une plaque motrice. C'est quoi la plaque motrice? C'est tout simplement l'intersection entre la fibre musculaire et les ramifications nerveuses d'une neurone. D'accord? Ou bien de la fibre nerveuse. D'accord? Donc c'est l'intersection entre les fibres musculaires et les fibres nerveuses. C'est bon? Très bien. On va voir ça dans un schéma plus clair. Donc ici on a, vous pouvez le voir clairement, ça c'est une neurone. Ici c'est quoi? C'est le corps cellulaire. Ici on a les dendrites qui ne sont pas trop clairs. Ici c'est l'axone. Et ça, c'est l'arborisation terminale. Et voilà d'abord les fibres musculaires en orange. Vous pouvez voir ici les noyaux. Et ça, c'est la plaque motrice. C'est la conjoncture ou bien
la liaison entre la fibre nerveuse et la fibre musculaire. Donc, cette liaison, on l'appelle plaque motrice. Très bien. Donc, voilà le sens de l'influx nerveux moteur, bien sûr. Ici, on ne parle pas de la sensibilité consciente. Ce n'est pas un influx nerveux sensitif. D'accord? Parce qu'on parle de la motricité. Donc ça, c'est une motoneurone parce que, bien sûr, on parle de la motricité, motricité. Donc ici, le corps cellulaire qui génère l'influx et passe par l'axone vers les cellules musculaires ou bien les fibres musculaires. À travers quoi? À travers cette soudure-là qu'on appelle la plaque motrice. Très bien. Donc l'ensemble des plaques motrices que vous voyez ici, ils ont aussi un nom. On les appelle quoi? On les appelle, bien sûr, l'unité motrice. Donc, je répète, ici on a la motoneurone ou bien la neurone responsable de transférer l'influx nerveux moteur vers quoi? Vers l'organe effecteur qui est le muscle squelettique bien sûr, qui est formé de fibres musculaires. Donc, ce qui lie les fibres musculaires aux fibres ou bien à la fibre nerveuse, ce sont des plaques motrices. Et l'ensemble des plaques motrices, ça représente l'unité motrice. Donc, il faut distinguer entre l'unité motrice et la plaque motrice. Faites attention, hein? Et la fibre musculaire et la fibre, ça c'est une fibre nerveuse, motrice bien sûr. D'accord? Voilà. Récapitulation. La jonction neuromusculaire, ou ce qu'on a appelé la plaque motrice, est une jointure qui s'établit entre une neurone motrice et une cellule musculaire, ou bien ce qu'on appelait une fibre musculaire. La même neurone inverse plusieurs cellules musculaires, formant une structure appelée unité motrice. La voilà. Donc ici, on a la plaque motrice, celle-là, qu'on a déjà vue tout à l'heure. Et l'unité motrice, c'est l'ensemble des plaques motrices, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là. D'accord? Bien. La jonction neuromusculaire, ou bien la plaque motrice, permet la transmission de l'influx nerveux moteur des ramifications nerveuses à la fibre musculaire. D'accord? Comme vous avez déjà vu ici, au niveau du schéma, c'est ça le sens de l'influx nerveux. Donc, du centre nerveux vers quoi? Vers l'organe effecteur qui est le muscle. Et le muscle, ce qu'il fait? Il traduit l'influx, comme on a déjà vu dans la leçon précédente, traduit cet influx-là, nerveux moteur, en mouvement. À travers quoi? À travers le mouvement de contraction du muscle. D'accord? Bien. Voilà donc la dernière étape. On la laisse jusqu'à une autre étape pour ne pas trop allonger la vidéo. Donc révisez bien et à bientôt.